Donc Laura Carplugo, qui est docteur en histoire de l'art de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, maîtresse de conférences à l'université de Lorraine et également depuis la rentrée dernière, professeure d'histoire de l'art à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris. Sa thèse de doctorat intitulée « Au-delà des Pyrénées, les artistes catalans à Paris au tournant du XXe siècle » a été lauréate du prix du musée d'Orsay en 2015 et paraîtra incessamment sous peu, au printemps 2024, aux éditions de la Sorbonne. On s'en réjouit. Laura Carplugo a été chargée d'études et de recherche au sein de ces murs à l'INHA avant de mener des recherches dans le cadre de plusieurs post-doctorats qui l'ont amené à Buenos Aires, à Paris, puis à Munich, à la Ludwig-Maximilians-Universität. De 2017 à 2023, dans le cadre d'un projet ERC, Relocating Modernism, Global Metropolises, Modern Art and Exile, on dira plus simplement Métromode, Laura Carp a effectué des recherches contribuant à une histoire globale et connectée de l'art à partir d'une perspective latino-américaine, à l'intersection de la création artistique et de l'exil, et c'est aujourd'hui aussi vraiment le champ de recherche. Mais pour nous, Laura Carplugo a accepté pour ces journées de reprendre des travaux entrepris en 2012, alors qu'elle travaillait à l'INHA dans le cadre d'une exposition consacrée à Émile Bernard, intitulée « Émile Bernard, au-delà de Pont-Aven », dont le catalogue était dirigé par Neil McWilliams. Et sa communication s'intitule « Émile Bernard et la question du moderne sous le prisme de la collection ». Jacques Doucet, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Baptiste, pour cette présentation, et merci beaucoup à Pascal, à Igna pour cette invitation à parler devant vous d'un sujet qui est, c'est vrai, c'est très ancien pour moi, et en même temps, c'était très émouvant et intéressant de m'y replonger. Donc, à bien des égards, ma communication ressemblera à une histoire de lacunes, de blancs, de questions suspendues. Peu de sources permettent de reconstituer l'arrivée des œuvres de Bernard dans la collection du cabinet d'estampes modernes de Jacques Doucet. Quand l'achat a eu lieu exactement et combien reçoit Bernard pour ses gravures. En croisant plusieurs documents et la chronologie des événements de la collection, on pouvait déjà définir une fenêtre pour leur entrée. Tout d'abord, on remarque qu'aucune mention aux œuvres de Bernard n'est faite dans l'inventaire que Clément Janin adresse en décembre 1911, 3 mois après son arrivée. On savait donc que les estampes de Bernard ont été achetées entre 1912 et 1913, la guerre, on le sait, ayant anéanti le travail dans le cabinet et partout ailleurs. Donc j'avais tenté d'échafauder une histoire de leur rencontre par la médiation d'André Suarez, ami et conseiller littéraire de Doucet, rencontré chez des amis communs en 1913. Suarez était aussi un ami proche du Catalan Louis Jou, graveur mais surtout typographe, éditeur de livres de luxe, représenté aussi dans la collection Doucet par 129 estampes. Nathalie Muller a mentionné aussi la rencontre de Louis Jou avec Clément Janin. Probablement, Jou a parlé à son ami Suarez d'Émile Bernard, qu'il avait rencontré vers 1906 à son arrivée à Paris et qui lui avait fait son portrait. Mais ce sont là, jusque-là en tout cas, des suppositions. Néanmoins, il y a une lettre de Bernard adressée à René Jean qui vient nous éclairer un peu. René Jean était bibliothécaire aux arts décoratifs et embauché par Doucet pour sa bibliothèque en 1908. Une lettre non datée de Bernard à René Jean, envoyée depuis son logement parisien du quai Bourbon, numéro 15, nous donne quelques pistes. L'intermédiaire de l'acquisition semble avoir été Henri Barbazange, galériste parisien, chez qui Bernard expose du 5 au 25 décembre 1912. Et la vente semble avoir donc eu lieu en 1913. Bernard écrit dans cette lettre, je cite, « J'ai préparé, selon votre désir, des collections d'images coloriées, de lithographie de bois, le tout est dans un carton et je vous le porterai quand vous voudrez. » Dans une autre lettre, celle-ci datée donc de 1913, le 17 et probablement février, il y a une espèce de F, Bernard écrit à René Jean, qu'il est allé à rue Spontini, chez Doucet donc, pour, je cite, « toucher la somme dont vous m'avez envoyé le bon ». Dans cette même lettre, Bernard mentionne Clément Janin, mais pour une autre question, celui-ci aurait accepté de donner son nom pour un comité, mais on ne nous donne pas davantage de détails. Les 95 estampes d'Émile Bernard du Fonds Doucet témoignent du parcours artistique de l'artiste, graveur et peintre, et notamment de ses évolutions iconographiques et stylistiques. En s'affranchissant du synthétisme et des recherches contemporaines modernes,
qui l'a mené au contact des homologues, Gauguin principalement, Bernard est entré ensuite dans une phase que l'on peut sans difficulté appeler anti-moderne. Il y a maintenant 11 ans, et Baptiste l'a mentionné, nous avions, Neil McWilliam et moi-même, organisé une journée d'études, ici même à l'INHA, que nous avons intitulée « Les antimodernes », et on pourrait y débattre. On arrive à bien pouvoir définir l'antimoderne comme une forme de moderne. Bernard rejoint à pied la Bretagne en 1886, après avoir été expulsé de l'atelier de Fernand Cormand par insubordination. C'est la première grande déception de sa vie. Il a gardé des liens tissés avec certains de ses camarades, notamment Van Gogh et Louis Anquetin, avec qui il va mener des recherches stylistiques en 87 qui vont culminer au moment de sa rencontre avec Gauguin dans le village breton de Pont-Aven à l'automne 88. Dans cette période, Bernard explore toutes sortes de registres dans un esprit résolument moderne. Les sujets, le traitement des figures, la composition, les surfaces plates qui apparaissent massivement colorées, les lignes arabesques épaisses, la suppression de la perspective et un traitement bidimensionnel de l'espace. Ces œuvres sont abondamment coloriées à la main, ce qui peut s'expliquer par son activité principale de peintre. Il a partagé la fascination de beaucoup d'autres artistes de l'époque pour l'estampe et ses multiples possibilités, l'expérimentation de différentes techniques, encre, mélanges chimiques et procédés tout aussi variés. La particularité de Bernard est de ne pas avoir cherché la belle épreuve finie, terminée, finie. Ses choix de papier et d'encre donnent l'impression d'une spontanéité désordonnée. On peut y voir des imprécisions, des inégalités dans la répartition de l'encre sur la surface de la planche, des maladresses dans l'impression. Pourquoi les inclure donc dans cette collection ? Dans l'exposé de quelques idées générales concernant le cabinet d'estampes de la Bibliothèque d'art et archéologie, que Clément Janin rédige peu après sa prise de poste à la tête du cabinet d'estampes moderne, il explique vouloir voir représenter dans sa collection la diversité de l'estampe. L'œuvre de Bernard a pu être considérée par Clément Janin comme exemplaire de quelque supériorité, je reprends ses propres termes, ou ayant une certaine influence, ou alors possédant des valeurs d'enseignement indiscutables. Sans pouvoir avancer laquelle de ces catégories englobe les estampes de Bernard, il est certain que Clément Janin a été séduit par l'expérimentation technique et la diversité stylistique dont elles font preuve. Le fond d'Émile Bernard est riche et représentatif de sa production, qui se caractérise par un revirement radical, laissant derrière des recherches stylistiques parallèles à celles de son camarade Gauguin, je l'ai évoqué, pour atteindre une production iconographiquement et stylistiquement très différente, plus sobre, retenue, aux formes angulaires, aux motifs religieux. Les deux moments sont présents dans la collection. Le premier notamment représenté par la série des Bretonneries, série exposée au Café des Arts par Volpini pendant l'été 89, aux côtés des incographies de Gauguin, à une époque où il était imbibé de l'œuvre de Louis Anquetin, Toulouse-Lautrec, Seurat. Cette exposition, qui n'aboutit à aucune vente, aurait été la seconde grande déception de sa carrière. Autre moment de la période moderne de Bernard, présent dans le fond, les gravures d'iconographie religieuse liées au projet de Romy de Gourmand et Alfred de Jarry, lesquels voulaient fonder une revue qui permettait de faire ressurgir la gravure sur bois, tout en mettant en avant une iconographie religieuse revisitée. Cette initiative que soutenait Bernard s'est concrétisée dans l'apparition de 8 numéros de la revue L'Imagier entre octobre 1994 et décembre 1996. Parmi les plus caractéristiques de la première période, le Fond Doucet comprend plusieurs estampes de la suite de Bretonnerie, que j'ai déjà mentionnées. Difficile de dire si la série est complète. Bernard ajoutait et enlevait des feuilles à son album au fur et à mesure des commandes ou des cadeaux qu'il a pu faire. Dans cette suite, on voit des femmes s'adonnant à des tâches quotidiennes et rurales sur un fond de paysage local. Donc ici, je vous présente le frontispice de cette série, où l'on voit le titre de la série et le nom de l'auteur écrit de la main d'Émile Bernard. Cette estampe annonce le style et la thématique de la série, la couleur débordante des lignes épaisses des contours, des personnages aux formes rondes et peu gracieuses, des arabesques, des répétitions de motifs, le tout dans une bidimensionnalité saisissante, ainsi qu'une disposition non naturelle des éléments. Les formes dialoguent avec les couleurs vives et riches posées par l'artiste après impression. Des caractéristiques propres au synthétisme semblent trouver une place dans les compositions de cette suite. Cette suite comprend aussi, et présente dans la collection Doucet, Bretonne faisant les foins,
Le tout est relevé par une riche variété de couleurs éclatantes. Le paysage n'est pas naturaliste. On perçoit des recherches synthétistes de la période de Bernard, dans lesquelles il brouille notre capacité à percevoir l'espace. Les formes rondes sont aussi caractéristiques de cette période, je l'ai dit. Les deux paysannes dans le registre inférieur suivent les formes des tas de foin qu'elles sont en train de rassembler. C'est aussi le cas de Bretonne nourrissant les cochons. Les rondeurs des animaux sont en harmonie avec celles de la Bretonne, donc je suis bien sûr dans l'image que vous avez là, qui est représentée, la Bretonne donc accroupie. On est loin là du souci de fidélité anatomique. Les lignes des contours sont épaisses, mais peinent à contenir les couleurs. Bernard colorie l'estampe à la main après l'impression, alors que les techniques d'impression étaient très développées à ce moment-là. De nombreux artistes comme Chéret l'expérimentaient, mais Bernard n'utilise pas ces procédés. En dehors du coup que l'utilisation de ces techniques pouvait représenter, il se plaisait à colorier les estampes à la main pour en faire des pièces uniques, attiré aussi par le rendu inégal et expérimental qu'un tel procédé manuel permettait. D'ailleurs, dans une lettre à René Jean que j'évoquais au début, on comprend que le bibliothécaire avait pris les syncographies colorées de Bernard par des aquarelles, à tel point la couleur est importante et présente. Donc on voit ici sur cette estampe des cochons l'arrière-plan resserré sur un mur en pierre traverse la composition en diagonale avec une ouverture au milieu, mais on ne voit rien d'autre, même pas une toute petite parcelle de ciel qui permettrait à notre œil de se balader un peu. Donc on est contraint de rester enfermé dans la composition que nous propose Bernard. En déjouant la profondeur et en aplatissant les formes, Bernard a donné un effet bidimensionnel, inspiré des estampes japonaises qu'il admirait. Il signe l'estampe en y apposant, vous le voyez ici au petit coin en bas, une feuille à 5 pointes, comme à son habitude. L'arbre vert derrière le personnage debout dialogue avec celui que Gauguin, qui était un ami proche à ce moment, peint dans l'œuvre que je vous propose à côté, dans La Vision après le serment de septembre 88. Un tronc semblable et encore plus visible, c'est lui qui se trouve dans l'arrière-plan, de l'arrière-plan des femmes étant dans le linge, donc une œuvre par laquelle on accède à travers de ce personnage à gauche, qui est entièrement coloré, donc là encore, et on voit que là où c'est pas coloré, les réserves sont laissées pour le blanc. En 1889, Bernard mais je ne suis plus sûre si je vois la même chose. Oui, okay. Réalise une adoration des bergers. La thématique religieuse est rare dans cette première période. Elle sera plus présente après 1893. Ces gravures est aussi entièrement coloriée à l'aquarelle. Les couleurs sont plutôt chaudes. La perspective est suggérée par la Vierge à genoux, l'enfant et les 3 bergers. La schématisation des figures est audacieuse, ajoutée par l'artiste. On lit en dessous de l'image la date, le nom et la mention épreuve unique. Vers le milieu de l'estampe, on voit si je fais comme ça, non. Vers le milieu de l'estampe, on voit 2 lignes horizontales qui révèlent une superposition des feuilles lors de l'impression. Il est rare de conserver des matrices de Bernard, qu'elles soient de zinc ou de bois, et celle-ci est conservée au musée de Pont-Aven. Bernard change drastiquement de style en peu de temps. 4 années environ suffisent pour l'éloigner du style enjoué et aux arabesques des œuvres de la première période et va tendre vers un art plus sobre, aux lignes angulaires et une thématique religieuse pour un bon nombre d'estampes, comme ici le Saint-Georges et la Sainte Famille. Ces formes sont devenues plates, segmentées. Il abandonne peu à peu la ligne pleine et bombée des contours des œuvres précédentes. Bernard s'intéresse de plus en plus à l'art médiéval, dont témoigne la correspondance avec Van Gogh. S'ouvre une phase de sa vie rythmée par la ferveur religieuse et par une profonde dépression, qui explique peut-être l'échec de l'exposition Volpini, où j'ai dit qu'il n'avait pas vendu. Il s'éloigne à ce moment de Gauguin, qui finira par devenir son rival, à tel point que le fait d'antidater les estampes chez Bernard, qui est une pratique qui a été déjà évoquée, peut avoir pour objectif de se montrer plus novateur donc, que son rival, donc Gauguin. La collection conserve une série d'estampes réalisées pour la revue L'Imagier de Gourmand et Jarry. La couleur est toujours très importante, très vive, mais les formes, les modelés sont plus secs et austères, plus angulaires.
Les estampes comportent des inscriptions, elles veulent être didactiques à l'instar des images d'Épinal, qui étaient encore à l'époque de Bernard vendues et accrochées aux parois des intérieurs des maisons. Cette virée de l'artiste vers un art plus proche du médiéval et de la Renaissance que de la modernité de 88, mais faut-il y voir une contradiction, s'accompagne d'un départ de la France pour la Turquie puis l'Égypte en 1893. De là, il continue à entretenir les liens avec la France et notamment avec la revue L'Imagier, pour laquelle sont faites ces estampes, qui est fondée alors que Bernard réside au Caire. Là, au Caire, il trouve un lithographe d'Almet qui imprimera ses œuvres et on voit le nom. Ici, en bas, il y a la mention lithographe J. d'Almet. Au Caire, déjà éloigné du synthétisme, il abandonnera aussi le style médiéval pour s'adonner à l'étude des musculatures solides et apparentes, inspirées des artistes de la Renaissance qu'il admire comme Michel-Ange. Bernard se lance alors dans une entreprise pour valoriser l'art ancien, et un outil fondamental pour le faire sera la publication de sa revue La Rénovation esthétique, qui paraît entre 1905 et 1910. Avec quelques amis, mais surtout tout seul, avec plein de pseudonymes, il écrit des articles aussi subjectifs que Le culte de l'idéal ou encore Les artistes rénovateurs, Émile Bernard. En 1908, Bernard rencontre l'écrivain tchèque Miloš Martin. Tous deux partageaient à ce moment une même aversion pour une culture dite d'avant-garde. Martin promeut ses idées à Prague, où il organise une exposition en l'honneur de Bernard et publie aussi une étude sur lui en 1909. C'est dans ce contexte que Bernard grave l'art au poteau de l'infamie, avec une personnification de l'art assise sur une pierre, abandonnée dans un lieu désert et hostile. Une estampe de la même année, au motif proche, Minerve libère l'art éternel, représente la déesse de la sagesse sortant de son sommeil pour libérer l'art de ses entraves. Ce bois est une couverture, pour une revue littéraire que Bernard projette de fonder alors qu'il est au Caire en 1902, le Parnasse oriental. Il la conçoit comme un espace d'échange, cette revue, et d'expression francophone pour Égyptiens et Français. Donc il se représente ici, pieds nus, assis à côté d'un scribe égyptien qui semble écrire ce que Bernard lui dicte. L'intérieur égyptien comporte une niche aux formes allongées, les lignes angulaires, les contours épais. La construction de l'espace en profondeur révèle l'abandon du synthétisme et du Moyen-Âge et le rapprochement de Bernard vers la Renaissance. C'est cette position que l'on pourrait qualifier d'antimoderne qui a pu nuire la reconnaissance de Bernard, même après sa mort, à un moment où le Moyen-Âge, celui de l'art des fresques romanes comme des peintres du XVe siècle, sert de modèle chez de nombreux artistes français comme Derain. Cette diversité stylistique très réfléchie, accompagnée de textes dans plusieurs revues qui cherchaient à faire doctrine, a sans doute attiré Clément Janin et à travers Louis Doucet dans leur entreprise de recueillir des estampes ayant marqué par leur thématique, par leur style ou leur technique la production moderne. Puisque malgré tout, Bernard est bien un moderne, dont la définition d'Antoine Compagnon, pour qui, je cite ces mots, les véritables antimodernes sont aussi en même temps des modernes, encore et toujours des modernes, ou des modernes malgré eux. Pour être antimoderne, il faut avoir été moderne. Telle est la thèse développée par Compagnon dans le domaine de la littérature que l'on peut transposer dans celui de la création plastique. Donc cette œuvre d'un même artiste rassemblant dans une très courte période des styles très différents a pu convenir à Clément Janin dans sa quête de pièces pour représenter l'art, je cite, un reflet de son temps. Bernard était un moderne et ensuite un antimoderne qui a continué à être dans une modernité qui était celle de son temps, mais toujours fluctuante, qui évoluait parallèlement aux recherches fauvistes, expressionnistes, cubistes. Clément Janin et Doucet avaient également la volonté de garder des traces des processus de création. La place était donnée aux belles épreuves, mais aussi aux épreuves d'état, intermédiaires, à des tentatives, à des ratés. Bernard, qui aime expérimenter et qui ne s'intéressait pas à cette épreuve finie, érudite, convenait à cet esprit de génétique que souhaitait encourager le cabinet d'estampes modernes. Dans une lettre non datée de Bernard à René Jean, le graveur écrit « Je ne compte pas faire payer ces petits bouts d'épreuves qui vous intéressent, je les donnerai avec plaisir à votre si bienveillante fondation. » On peut effectivement voir dans les œuvres de Bernard que possède la collection la manière de procéder de l'artiste. Le fonds acheté comprend des états en noir et blanc
et des états coloriés par Bernard à la main, après impression, ce qui, encore une fois, rendait les épreuves uniques. Il tient à le faire ainsi, alors que des moyens mécaniques existaient déjà, malgré le temps assez long qu'il lui fallait pour colorier chaque feuille, comme il l'écrit dans une lettre à sa mère en septembre 1895. Une liberté dans le choix des couleurs et leur emploi, liberté que Bernard, là encore, partage avec Gauguin, est visible dans ses estampes. Là, c'est notre exemple de la même chose, pardon. Et dans ses estampes, donc là, on voit les nuages qui sont rosés et le tronc bleu à votre droite. Dans de nombreux cas, la collection possède plusieurs états d'une même estampe. Cela rend encore plus visible le travail de coloriage de Bernard. Dans un jardin, ici, montre deux états de cette estampe, représentant le torse d'une jeune femme, le visage de profil sur toute la surface. La même matrice utilisée par Bernard comme fond pour un billet de loterie organisé à son propre profit, alors qu'il avait besoin d'argent, comme il écrit à Georges Daniel de Montfry en août 1990. Paysage breton est un autre exemple parmi les nombreux de sa collection qui sont conservés dans plusieurs états, ou encore cette passion qui se trouve représentée en 3 états. Non seulement la couleur change ici, mais les éléments de la composition sont également modifiés, comme l'ajout des nimbes dans l'épreuve de droite, là-haut. Clément Janin s'intéressait à ces irrégularités, à ces inégalités, à ces repentirs que seule une observation de différentes épreuves peut laisser entrevoir. 3 épreuves de la chanteuse du café-concert permettent d'apprécier les tâtonnements de l'artiste. On voit des différences au niveau des personnages du fond, de la position des bras de la chanteuse, modification qui est restée très visible dans la première épreuve. C'est un thème que pouvaient traiter Louis Anquetin ou Henri de Toulouse-Lautrec à la même époque, modernité qui devait plaire à Clément Janin étant représentatif d'une époque. Dans cette estampe, les formes sont hâtives, les traits caricaturaux. Bernard ne cherche pas le détail, mais à créer des ambiances. On sait que Clément Janin et Doucet voulaient que leur cabinet soit représentatif des productions de leur époque. En cela, Bernard avait sa place dans un mélange complexe de présent et de tradition, de modernité, d'antimodernité. Ce que l'on peut constater également est que le fond représente parfaitement Émile Bernard dans toutes ses polarités, avec la modernité synthétiste, primitiviste et sa position antimoderne avec son goût pour la gravure, le bois notamment, mais aussi la pratique de la lithographie qui lui était plus simple et proche de sa pratique principale. Les estampes de la collection sont finalement un portrait juste de Bernard. L'homme au pseudonyme, il en a beaucoup utilisé dans sa revue, je l'évoquais, la rénovation esthétique, comme ici dans sa couverture des Susurrements, un recueil de poésie jamais publié, signé Hébert Milnard, anagramme d'Émile Bernard. Bernard avait la fâcheuse habitude d'antidater ses œuvres, ce qui rend complexe certaines analyses. Ce sont les quelques datations gravées sur la planche de bois ou de zinc qui permettent par comparaison de dater les autres. Une raison avancée, je l'ai dit, la rivalité avec celui qui avait été un ami proche, Gauguin, pour revendiquer une priorité dans l'invention. C'est visible dans cette estampe intitulée « Le bois ». Sur l'estampe, on lit la date de 1888, mais celle-ci semble fausse. Sur la droite, une image dans l'image, une gravure sur bois dans la gravure sur bois. On y voit une femme debout, avec une coiffe bretonne. Cet élément est en fait repris d'une autre gravure datée de 1890, 2 bretonnes au bord de la rivière. Malheureusement, en noir et blanc à l'écran, elle ne fait pas partie de la collection Doucet. La partie droite de cette estampe ne peut pas dater de 1888, donc là je parle de celle-ci, dans la collection particulière. Les formes et les lignes de la femme allongée sont angulaires et non plus formées d'arabesques, comme c'était le cas chez Bernard en 88-89. Rappelons-le, Bernard change de style très rapidement. En plus, on peut voir dans la gravure là-haut que vraiment il s'agit de la même estampe parce qu'on voit même le pied de la femme allongée. Bernard se joue des dates et nous mène en bateau. On a du mal à se repérer, à ne pas s'y perdre. Les nymphes sont datées de 1890 à la main, avec le titre et la signature de Bernard. Ces gravures saturées de tons riches et lumineux présentent des traits schématiques et une géométrisation des figures qui fait penser à l'œuvre de Cézanne, que Bernard admirait. On peut remarquer que les proportions anatomiques sont négligées, les pieds et la tête sont beaucoup trop petits par rapport au reste du corps. Cette œuvre encore témoigne des problèmes de natation chez Bernard. Ici, on peut lire « unique exemplaire » à gauche et la date de 1890 à droite. Or, une autre preuve de cette estampe est conservée dans la collection Josefovitch.
Sam Josefowicz, le très grand collectionneur états-unien d'origine lituanienne, qui constitua le plus grand ensemble de l'école de Pont-Aven en main privée après la Seconde Guerre mondiale. Sa collection vient d'être d'ailleurs dispersée en plusieurs lots, les dernières ventes ayant eu lieu au Christie's, Paris, Londres et New York à l'automne même. Mais revenons à cette estampe, on peut lire l'inscription pour Gachet, Paul Gachet, Émile Bernard, 1889. Donc, entre épreuve unique et une autre épreuve qui est datée un peu plus tard, on voit là une manipulation de date et aussi de la notion d'épreuve unique. Je vais conclure. Le fond garde la trace du goût de Bernard par la gravure sur bois. C'est un engouement qu'il partage avec nombreux de ses contemporains. J'ai pu évoquer la revue L'Imagier de Desgourmand et Jarry avec leur défense de la gravure sur bois. C'est un engouement qui dépasse d'ailleurs les frontières françaises. On trouve aussi en Catalogne cette redécouverte, une redécouverte de ce procédé à la même époque. Bernard avait songé même de son côté à créer une revue en 1891. Nous avons vu le frontispice dont le titre Le Bois annonçait la volonté de promouvoir ce procédé technique. Sa première expérience avec le bois est La Dame au Manchon de 1888. Bernard reprend ici le thème des maisons closes, évoqué par l'homme qui est situé à l'arrière-plan. Cette dame au manchon se tient ici debout, élégante, sur toute la hauteur de la planche. Le trait bidimensionnel, l'absence de volume se rattache aux estampes japonaises que Bernard admirait. Bernard y appose l'inscription « Mon premier bois » et la date de 1888. La mention « Mon premier bois » montre l'importance accordée par l'artiste à cette technique, sorte de sacralisation du médium. Une autre mention proche mérite d'être considérée, là encore de la main de Bernard. Fragment d'un de mes premiers bois se trouve dans cette estampe donc, de 1888 aussi, intitulée Jeu d'enfant. L'épreuve est tirée sur papier vélin de couleur jaune canari. C'est une œuvre de jeunesse, ce qui correspond à la date mentionnée. En revanche, il ne s'agit pas d'un fragment, mais d'une impression non réussie à partir de la matrice de bois. La preuve, une autre preuve, est conservée, là encore, dans la collection Josefowicz, et encore une fois, je m'excuse de la qualité. Un dernier point que je souhaite évoquer est celui des choix techniques de Bernard, ce travail de la syncographie qu'il a réalisé en dessinant avec un crayon gras sur une planche de zinc et aussi le bois. Mais là aussi, comme pour les dates, Bernard brouille les pistes. Il aime travailler sur la planche de zinc parce qu'elle est très irrégulière et lui permet une rugosité particulière que lui rappelle les images d'Épinal, grossières, criardes, irrégulières, loin de toute finesse, mais au final d'une délicatesse dans les épreuves que d'autres recherchaient. Certaines estampes sont de bois, mais beaucoup d'autres ne le sont pas, mais elles sont faites pour y ressembler. Le travail sur une planche de zinc donne plus de liberté, de flexibilité. Là encore, il faut regarder La Dame au Manchon, image gravée sur bois d'encre, et ensuite imprimée probablement à l'aide d'un papier transfert. Le zinc permet à Bernard de garder une certaine rugosité, comme je le disais, dans l'apparence, proche à celle du bois original, tout en rendant possible des effets picturaux grâce à la zincographie. L'ensemble conservé à l'INHA, grâce au don de Jacques Doucet à l'Université de Paris en 1917, représente bien l'œuvre et la personnalité d'Émile Bernard. Plus tardivement, Jacques Tuillier a acheté un ensemble de gravures pour les intégrer à un ensemble qui avait l'objectif de retracer l'histoire de cette technique. Le fond Tuillier est conservé au cabinet d'estampes du Musée des Beaux-Arts de Nancy. Il montre des exemples de gravures sur bois de Bernard, mais n'est pas représentatif de l'ensemble de la trajectoire du graveur, comme la collection de Jacques Doucet. Bernard avait saisi l'importance de la démarche menée par le cabinet, puisqu'il refuse une vente pour pouvoir plutôt destiner les estampes au cabinet Jacques Doucet, ce que Bernard écrit à propos des lithographies en couleur de la Bretagne dans une lettre à René Jean qui est non datée. Donc j'ai travaillé, je l'ai dit il y a des années, et Baptiste aussi l'a rappelé, sur Émile Bernard avec Neil McWilliam, alors que j'étais chargée d'études et de recherche ici même à l'INHA. J'ai pris plaisir, grâce à mes camarades qui m'ont fait le plaisir de m'inviter à me replonger ces derniers temps dans ce fond de gravure. Je ne suis pas sûre qu'on puisse trouver des traces plus explicites de l'entrée de ces gravures dans cette collection, reçue en héritage par l'INHA. En revanche, cet ensemble est de premier plan, comme j'essayais de montrer, et témoigne même de manière floue d'un goût qui tentait d'associer la richesse esthétique des propositions du présent et des techniques du passé, et peut-être encore le moderne, avec ceux qui le contestaient et le comprenaient, l'antimoderne. À chercher à reconstituer l'histoire de l'entrée
de ce fonds dans la collection Doucet, on vient finalement en faire l'histoire d'Émile Bernard, graveur, ce que la collection permet mieux qu'une autre. Cela prouve sans doute que ces 3 personnages muets sur Bernard, René Jean, Clément Janin, Doucet, avaient cependant bien compris l'artiste. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Laura, de cette très riche intervention où tu nous mets les œuvres sous les yeux et de cette traversée aussi d'une œuvre extrêmement hétérogène. Et d'ailleurs, enfin, ce que tu montres aussi, et cela fait écho peut-être aux communications qui ont existé sur Le Gros ou Colin, qui sont des artistes qu'on qualifierait de mineurs aujourd'hui, ce qui n'était peut-être pas le cas pour Janin à l'époque, mais que l'hétérogénéité même, en fait, est un marqueur de ce qu'il entend peut-être par cette affaire de moderne sous sa plume. Et puis, une chose aussi qui fait peut-être écho à des choses qui ont été soulevées ce matin sur l'expérimentation technique ici, et en écho aussi à ce qui a été dit sur Baudelaire peut-être tout à l'heure, mais cette forme de supplément d'âme par un supplément de matière. Il y a quelque chose là qui est de l'ordre d'une continuation, je dirais, de l'âme qui passe par cet outil conducteur que serait celui que tient le graveur et qu'il va inscrire ici dans le bois, là dans la plaque de cuivre ou autre. Et ce qui semble très, je dirais, explicite dans cette phase mystique aussi, qui est celle de Bernard, qui travaille une poétique de l'incarnation aussi au travers de l'iconographie et de la pensée qu'il inscrit au sein de cette iconographie. Alors, j'ai une question, pardon, mais il y a peut-être d'autres questions. Pardon, Dario Gamboni, allez-y. Merci, oui, merci beaucoup pour cette très belle présentation. Je trouve que Bernard, c'est un cas d'école pour la thèse de Compagnon, parce que, comme le montre très bien la pratique de l'antidatation, parce qu'en fait, il montre à quel point, il exacerbe même le primat non seulement de l'innovation, mais l'idée que c'est la précédence qui fonde la préséance. Donc, et ça jette une lumière ironique sur une planche comme que c'est Minerve qui libère l'art éternel. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est enchaîné à l'histoire. En fait, c'est aussi l'histoire de l'art comme modèle de l'art, n'est-ce pas? Puisque c'est le premier qui compte. Alors, mais j'ai une question. Oui, merci. On comprend comment cette variété, les éléments de processus, de processualité ont pu plaire en effet à Clément Janin. Mais je me demandais, vous citez René Jean qui a pris une gravure coloriée à la main pour, vous disiez, pour une aquarelle. Et on comprend, on peut vraiment se méprendre parce que là, c'est plus que des rehauts, plus que ça va très très loin. On a l'impression qu'il l'utilise presque comme une base, au fond. Et l'impression devient presque une sorte de matrice, si on veut, une sorte de redoublement. Alors, je me demandais, parce que c'est aussi une période quand même où on s'intéresse beaucoup, on défend beaucoup la spécificité des arts. Et donc, dans la tension entre la gravure comme multiple et les possibilités d'individualisation de l'impression, est-ce qu'il n'y avait pas de limite? Est-ce qu'il n'y a aucune attitude, aucun aspect normatif dans les jugements de personnes comme Clément Janin ou comme Doucet? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas un point où ils auraient pu trouver, parce que je pense qu'il y en a d'autres qui auraient trouvé, que ça n'est plus de la gravure, si vous voulez. C'est-à-dire que l'intervention va trop loin et que la gravure en tant que telle disparaît au profit de quelque chose d'autre. Ou pas du tout. Ça m'intrigue par rapport à leur position. Parce que c'est un peu l'exemple extrême, me semble-t-il, dans ce qu'on a pu voir, notamment dans La Visitière. Oui. Alors, merci pour cette question qui nous fait réfléchir. Je pense, j'aurais sûrement pas une question complète, mais pour ce que j'ai pu lire, et notamment, disons, les ressources sont maigres, donc c'est à partir de la correspondance avec René Jean que je tire des éléments, et puis avec tout ce que j'ai pu étudier sur Émile Bernard. Clément Janin ne s'exprime pas vraiment. Pour moi, il est clair que comme il cherche à montrer ce qui se passe, pour moi, Clément Janin est vraiment un moderne dans ce sens où il cherche à montrer la production, et la production aussi bien dans une modernité iconographique, mais aussi technique. Et donc, je trouve, et aussi en comparant ce fond avec le fond de Jacques Tuillier, qui est beaucoup plus fini, qui sont de belles épreuves, si je peux dire, là, on voit qu'il y a un intérêt pour tout ça. Et dans cette lettre que j'ai pu citer, même s'il est non daté, Bernard
dit à René Jean, celles-là, je ne vais pas vous les faire payer parce que même lui, il les considère comme des bouts de bois, je pense qu'il dit comme ça. Donc on voit que pour moi, leur volonté, c'est cette idée, cette génétique, de dire je vais avoir un ensemble qui va me permettre de comprendre le cheminement finalement artistique, iconographique, stylistique, technique de la personne. Et je trouve que le fond de Bernard représente ça parfaitement. Donc cette idée d'avoir tout. Et je pense que pour cette question de est-ce que c'est une gravure ou pas, c'est vrai qu'elle est très intéressante. Pour moi, et ce que je pense qu'il pensait, oui, clairement, parce que ça part d'une démarche d'un peintre qui aurait pu rester juste peintre, mais qu'il va, bon, c'est pas le seul, hein, moi, avec mes Catalans, ils ont tous fait ça, mais mes Catalans, j'ai tous en propriété. Mais voilà, c'est aller faire cette démarche de prendre, et pour d'autres même creuser et aller voir les différents procédés. Donc je trouve que c'est très important pour ce cheminement et cette évolution. Et dans le cas de Bernard, c'est magnifique parce qu'il va vers cette anti-modernité que beaucoup penseraient que c'est quelque chose d'arrière-garde, mais en fait non, c'est aussi dans une modernité du temps, et ces cheminements, grâce aussi à cette pratique de la gravure et à cette poussée de la modernité jusqu'au bout, qu'il y a une autre modernité qui arrive et qui est celle de ce retour à d'autres sources. Je ne réponds pas complètement parce qu'il n'y a pas des sources, mais ça me fait réfléchir. Merci. J'ai été frappé par la mention épreuve unique sur l'une des gravures, je me souviens peu laquelle, qui est écrite, enfin, il écrit épreuve unique. C'est donc cette mention, n'est pas du tout indifférente. Ça veut dire en réalité, ça signifie, d'ailleurs, il n'est pas le seul à mettre en exergue. Comme si cette mention avait une signification, ça veut dire que c'est un non multiple. Oui. Parce que qu'est-ce que ça veut dire épreuve unique? Ça veut dire c'est une abstention. J'utilise la gravure, mais pour ce que elle n'est pas censée faire, c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est qu'une estampe sinon un imprimé, c'est-à-dire quelque chose qui est censé se multiplier. C'est la vocation, comment dire, la vocation pratique de l'estampe, c'est la multiplication. Et cette mention d'épreuve unique, je la vois, je l'aperçois comme un manifeste contre le multiple. C'est une abstention déclarée, quelque chose qui va absolument dans tout le sens de son esthétique de l'estampe, qui est de rendre le multiple unique. Et je vois ça encore une fois pour revenir à Van Gogh contre ça vise explicitement en fait l'industrie de l'estampe. Là, il y a une espèce. D'ailleurs, ça n'est pas sans me rappeler ce qu'on vient de dire sur la position anti d'Émile Bernard, de même qu'il est anti-moderne, et bien au fond, dans le deuxième Émile Bernard, il devient un anti-moderne, mais dès l'origine, au fond, il est aussi anti-moderne dans sa position anti-industrielle. Oui. Merci. Alors moi, je suis d'accord sur plusieurs points, mais je pense aussi que dans cette fin du 19e siècle et ce début 20e, et ce n'est pas seulement le cas de Bernard, les artistes autres que graveurs, et notamment peintres, qui vont venir à cette technique parce que curieux justement des possibilités différentes, et aussi pour certains du prix moins élevé qu'une toile avec des huiles, je pense qu'ils vont rompre aussi avec cette idée de l'estampe comme un moyen de... Ils l'utilisent pour la diffusion peut-être de leurs œuvres, mais lorsqu'ils la comprennent ou ils veulent la comprendre comme une œuvre d'art originale, comme une pièce d'art, souvent vont aller vers l'épreuve unique, j'ai l'impression. Moi, pour l'expérience avec ces autres artistes catalans, parce que vous avez du coup lu ma thèse, ils avaient beaucoup gravé, ils ne vont pas
avoir le besoin de parler de cette épreuve unique, c'est là où Bernard, pour moi, est intéressant parce qu'il nous brouille. Épreuve unique, ça veut dire qu'il a peint ou aquarellé et colorié d'une autre couleur. Pour d'autres artistes que je connais, je pense à Joachim Sounier, mais il y a d'autres, bien sûr, il n'y a pas question d'être unique, mais ils vont les rendre uniques par disons des couleurs, sauf que pour les autres artistes, ça ne se passera pas à la main d'une manière aussi libre et des fois même provocatrice peut-être parce qu'il brouille de Bernard, mais ce sera quelque chose de plus traditionnel parce que l'idée c'est aussi de maîtriser les techniques et les possibilités qu'il y a. Mais je pense que l'idée de rompre avec cette idée de multiple va, je ne sais pas, ça c'est vraiment que je réfléchis aussi avec vous maintenant, c'est quelque chose qui fait partie pour moi de cette modernité qui comprend l'estampe comme une œuvre d'art à part entière. Faire de l'instrument même et la matrice une œuvre unique. C'est un paradoxe d'Andy. Oui. C'est une provocation. Oui. De l'instrument même qui sert à faire un multiple, je fais une œuvre unique. Et surtout dans le cas de Bernard qui sont détruites ou réutilisées, parce qu'on en a juste, à ma connaissance, juste celle qui est conservée de la Restauration des Bergers à Pont-Aven. Donc c'est même pas cette idée de garder aussi l'unique de... Donc la chose qui servirait à faire du multiple, elle est annulée. Oui, c'est vrai que c'est curieux. De l'afficher même, si vous voulez, de proclamer. Oui, contre un certain positivisme de l'histoire de l'art aussi, peut-être, et de ces catégories établies qui se jouent à l'époque, non ? Dans le sens, si tu veux aussi, c'est cette question en fait d'une définition très positive de l'estampe, comme un véhicule. Ce dont tu parles, c'est l'estampe comme un médium artistique parmi d'autres, en fait, et qui participe là aussi d'une... C'est le débat, mais sauf qu'en réalité, il est suivi beaucoup par les amateurs d'estampes qui vont chercher dans l'estampe l'unique, le rare. Oui. Le rare, ce qui va contre précisément le nombre. Oui, mais l'unique, ça veut dire aussi plus cher, plus recherché, non ? Parce que quand on a une épreuve unique, même si c'est faux, c'est l'épreuve qui a une autre valeur. C'est en effet la spéculation, oui, c'est pas complètement indemne. Les choses ne sont pas absolument séparées. Oui, il y a le caractère aussi, le marché aussi, la préciosité, rare et précieuse. Oui. Ouais. D'autres questions ? Donc on va prendre la pause. Merci beaucoup, Laura. Merci.